David Métro, bonjour. Nous Bonjour. sommes heureux de vous recevoir sur Regard Protestant, vidéo. Vous avez écrit la semaine dernière un article dans l'hebdomadaire Réforme sur Port-au-Prince, à Haïti, un intitulé Dans l'enfer quotidien. Alors, comment vous pourriez la résumer cette situation? Qu'est-ce que vous diriez pour résumer, si on devait résumer Ça ne seront pas mes mots, mais c'est un mot que je vais reprendre, cataclysmique. Cataclysmique, c'est le mot qui a été utilisé par l'ONU dans un rapport récent. On parle aussi de polycrise. Donc, en fait, c'est deux mots que j'utiliserai. Et peut-être un troisième mot, c'est le mot chaos. ouais, Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a un certain nombre de crises qui se succèdent. Il y a une crise institutionnelle depuis l'assassinat de l'ancien président en 2021, depuis aussi la démission encore plus récemment, le 11 mars, du Premier ministre. Il n'y a pas eu d'élection depuis 2016, pas eu d'élection démocratique, et ce sont des gangs armés, des groupes armés qui contrôlent 80% de la capitale, Port-au-Prince. Et il n'y a plus d'État, il n'y a plus de responsabilité. Donc ça, c'est une première crise. À cela, donc, s'ajoute inévitablement une crise sécuritaire. Et en plus de cette crise, donc, il y a une crise sociale. Et là, aujourd'hui, on va dire, on est au bord d'une crise sanitaire avec un manque de médicaments et surtout d'un risque accru de famine. Donc, c'est ce qui fait une situation extrêmement tendue, extrêmement délicate. Et en fait, voilà, la solution, il faudra de nombreux mois pour réussir à contenir cela. mais alors, comment on est arrivé là? J'ai un correspondant qui a vécu là-bas, qui s'appelle Philippe Verseil, qui était un envoyé du DEFAP, des missions protestantes, qui a été là-bas, qui s'occupait beaucoup d'Haïti. Il disait que c'est pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est pas de cette situation, elle date pas du fait que le Premier ministre, depuis 2016, était plus en place. Il dit qu'enfin, lui, il a l'air de dire que la communauté internationale et la France aussi, c'est vraiment très très peu occupé d'Haïti. On a laissé la situation se détériorer depuis des années et des années. Qu'est-ce que vous pensez que c'est ça ou comment vous voyez-vous les choses, l'évolution? Vous pensez que c'est une Ben vieille ouais, j'ai histoire l'impression ou que Oui, ouais, c'est une vieille histoire. Après, ça dépend où est-ce qu'on jette le regard. Est-ce qu'on remonte jusqu'à la colonisation oui, et pardon, ça a été une nation qui a été en partie au départ fondée sur l'esclavage. C'est une des premières à s'être émancipée. Et en fait, pour moi, si on remonte peut-être sur les dernières années, il y avait eu il y a eu différentes catastrophes naturelles, le séisme, etc. Et en oui, fait, il y a eu une certaine, pour moi, Haïti représente aussi une certaine faillite d'un regard sur l'humanitaire, en fait, où on va peut-être privilégier un envoi de nourriture ou des choses qui vont être créées sur de l'urgence, sur du court terme, et pas forcément sur un soutien sur les structures, sur du long terme, sur un accompagnement j'allais dire, des élites de formation, différents décideurs. Après, à cela s'ajoute énormément de corruption, des aides qui ont pu être détournées. oui. En tout cas, ça, c'est ce qu'ont pu dire les différentes personnes interviewées, parce que dans leur article, on va dire, c'est que la partie émergée. Il y a eu toute une discussion avec Oui. et une partie un peu plus orientée solution que j'ai malheureusement pas eu la place de mettre dans On y l'article. reviendra un peu. Mais pour parler du passé, il y a l'histoire de Bébé Doc. Enfin, il y a eu plusieurs présidents. Il y a eu ce président, je ne sais plus son nom, qui était un ancien prêtre. Il y a eu des gens qui étaient pas forcément avec de mauvaises intentions. Je sais pas. Comment on peut expliquer qu'il y a eu une faillite totale aussi profonde de l'État, et de tout ce qui était administration officielle et d'ordre, disons, public? Ce qui ressort, il y a eu un manque de cohésion à un moment donné et on va dire une dynamique plutôt de clan, en fait, de groupes qui vont favoriser leur famille, qui vont favoriser. euh, et, euh, et justement, c'est ce qui est un peu paradoxal, c'est que le groupe de gang qui dirige 80% d'Haïti s'appelle Vivre Ensemble. Parce que Vivre Ouais. Ensemble, c'est vraiment l'aspiration des gens. Donc il y a un côté ironique, parce que justement, ces dernières décennies ou ces dernières peut-être 20, 30 dernières années, les Haïtiens ont eu du mal à vivre ensemble. Ouais. Alors là-dedans, ce qui est important pour nous aussi, c'est ce que font, ils essaient de faire les communautés chrétiennes. Là, vous avez cité plusieurs
un prêtre en tout cas, et je sais plus ce que c'était, quel ordre, ils ont un ordre, il y a un ordre religieux, c'est un ordre chrétien Oui, d'origine catholique et catholique, oui. C'est les Montfortins. française. Oui, c'est ça. Oui. Alors, est-ce que vous avez rencontré vous avez eu contact aussi avec des partenaires protestants français, parce que le protestantisme français était très engagé à une époque, et je crois toujours, donc pour soutenir des communautés chrétiennes là-bas, notamment l'Union des Baptistes, l'Église baptiste d'Haïti, la Fédération des Oui. écoles protestantes. Il y a pas mal de chrétiens qui essaient de soutenir, enfin, de rendre la vie à peu près possible. Est-ce que vous avez des témoignages par rapport à ça? Toutes les personnes que j'ai pu contacter, on s'est contacté, bah, c'était soit WhatsApp ou Telegram, euh, c'était, y compris la situation les plus critiques, il y avait un certain aplomb et ils n'étaient pas en train de céder à la panique. Ouais. Donc il y avait toujours une espérance et se dire, bah voilà, des solutions doivent venir. Aujourd'hui, on est en difficulté, mais et chacun apportait à sa mesure, essayait d'apporter à sa mesure un certain nombre de solutions. Donc un des pasteurs racontait, lui, il habite dans un quartier qui est plutôt qui n'est pas encore touché par la criminalité et l'insécurité, qui sont en train de mettre en place avec différents voisins une espèce un peu des tours de garde pour veiller, enfin une espèce de sécurité civile supplémentaire et d'essayer de voir, parce qu'il y a des familles de réfugiés qui quittent les quartiers les plus touchés et qui vont en périphérie de la ville, et de voir comment est-ce qu'ils peuvent trouver un logement, un abri pour ces personnes. Tel pasteur qui a réorienté, qui était plutôt sur on va dire, un pasteur un peu classique Ouais. euh, à animer des réunions de prière ou d'études bibliques et voilà, qui va faire des visites auprès de ces familles qui ont dans le besoin d'essayer de voir s'ils peuvent collecter un petit peu d'argent, distribuer éventuellement ici peut-être des piles ou une façon de charger un téléphone, un peu de nourriture, peut-être un peu d'argent. Donc il y a des choses qui se font, mais ce qui rend vraiment difficile l'accès, en tout cas dans la capitale, parce que la situation est différente dans les autres villes, mais à Port-au-Prince, c'est aussi que, en tout cas ces dernières semaines, l'aéroport était fermé. Ça veut dire que le principal moyen d'accès, y compris pour éventuellement de l'aide humanitaire et aussi pour le transport d'informations, de personnes, etc., c'était cet aéroport international qui a été attaqué par les gangs. Parce qu'il parlait d'écoles. Est-ce que les écoles fonctionnent toujours? Et je crois, il disait, mon ami là, qui nous a écrit aujourd'hui par rapport à votre article, la Réforme dit qu'il y a 3000 écoles qui sont regroupées par la Fédération des écoles protestantes. Est-ce qu'il y a encore des enfants qui vont à l'école ou il n'y a plus d'école non plus? Bah, là, après moi, pour ce qui est vraiment de Port-au-Prince, les écoles ont été fermées depuis janvier. Ah ouais. Hmm. Donc ouais, ce qui rend la situation très, très compliquée. Et notamment, là, c'est un des témoignages dans l'article. C'est un professeur de lettres, et il me semble aussi de mathématiques. Qui est pasteur par ailleurs, mais ses revenus venaient de l'école dont il était professeur. Et on va dire c'était faisait en tant que responsabilité d'église, j'allais dire bénévole, en tant que pasteur. Et là, il se retrouve un peu aux abois, dans une situation financière très délicate à cause de la fermeture de l'école. De Mais qui dit l'école. fermeture de l'école dit aussi que les enfants se retrouvent dans la rue, un peu livrés à eux-mêmes, peut-être pour certains adolescents qui peuvent être attrapés un peu par les gangs. Bon, alors quelle note à sport on peut garder en vous écoutant comme ça? Qu'est-ce qu'on peut garder comme espérance par rapport à cette situation? Bah, moi, déjà, c'est l'attitude des chrétiens haïtiens face à cette crise. Hmm. Le fait qu'ils aient, en tout cas, il y a une paix qui sort de tout ça. Ouais, qu'on C'est ait pas une vraie résignation, mais résilience. vraiment, ils sont certes intimidés, ils ont peur, mais ils ne baissent pas les bras et ils continuent à porter leur pays et à essayer de le soutenir, de le maintenir à flot et pourquoi pas le relever. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci bien de ce petit moment d'entretien. On publiera ça en complément de l'article que vous avez publié dans Réforme la semaine dernière.